une nouvelle édition de nos Facebook Live. On commence à prendre cette habitude de se retrouver le mardi, le mercredi, le jeudi soir pour échanger, pour répondre au maximum aux questions que vous pouvez nous poser. Vous nous en posez beaucoup sur la hotline que nous avons mise en place sur le site internet de La République En Marche, et puis à l'occasion de ces échanges en live sur internet avec à chaque fois des invités que j'ai l'occasion de recevoir. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler d'un sujet qui est extrêmement important puisqu'il s'agit du sujet de l'enfance, et je reçois Adrien Taquet qui est le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Bonsoir Adrien, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre du temps dans ce moment de confinement pour répondre aux questions que les internautes se posent, que nos adhérents se posent, que toute personne peut nous poser aussi sur cette question extrêmement importante. On sait que le moment de crise sanitaire que nous sommes en train de vivre renforce encore les fractures qui sont déjà existantes dans notre société, notamment les fractures qui peuvent exister entre les familles. La période de confinement, elle crée encore plus d'inégalités. Peut-être qu'elle renforce encore, et tu nous le diras, les difficultés, notamment sur l'enfance. Et donc, c'est important qu'on puisse parler de ces sujets-là avec toi. Merci à nouveau d'être avec nous. Peut-être de façon simple, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de commencer par un point de situation. Est-ce que la situation de confinement, elle renforce effectivement la difficulté des familles, et notamment la question des violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous mesurez du côté du ministère, et puis les actions que vous menez évidemment pour protéger les enfants? Merci beaucoup Stan, bonjour à tous. Écoute, je suis ravi d'être là pour pouvoir effectivement répondre à un certain nombre de questions que les internautes peuvent se poser, et au-delà de ça, de pouvoir parler du sujet, parce que j'y reviendrai. Je pense qu'en cette période compliquée qui est celle du confinement, on a un vrai sujet de libération de la parole de l'enfant qui est aujourd'hui enfermé dans l'intimité du cercle familial, tu l'évoquais, et donc un des leviers dont on dispose, c'est d'en parler, et que chacun d'entre nous, je vais y revenir là aussi, ait conscience qu'il est un peu la vigie, il doit se sentir un peu la vigie de la sécurité de nos enfants. Alors, tu l'as dit, cette période de confinement et le fait d'avoir fermé les écoles est absolument nécessaire, évidemment du point de vue sanitaire, on le comprend bien, mais c'est vrai que ça soulève un certain nombre de défis, un vrai défi pour nous. Je te donne un chiffre pour que tu comprennes. En temps normal, 80% des violences faites aux enfants, qu'elles soient de nature psychologique, physique ou sexuelle, ont lieu dans le cadre intrafamilial. Donc on comprend bien qu'en renvoyant les enfants chez eux, pour les raisons sanitaires évidentes que l'on évoquait, eh bien pour un certain nombre d'enfants, c'est les renvoyer dans un environnement maltraitant, dangereux. Bon. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'une part s'assurer que tous les dispositifs d'alerte qui existent en temps normal fonctionnent effectivement. Le pilier un petit peu de ce dispositif d'alerte, c'est le 119. Hein, le 119, c'est le numéro de l'enfance en danger, dont je rappelle qu'il est gratuit d'une part et anonyme, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas sur les factures de téléphone. 119, dès le début du confinement, voire dès avant, on a lancé un plan de continuité d'activité. La plupart des écoutants sont en télétravail. Et aujourd'hui, tu as une trentaine d'écoutants qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux appels. Vous avez eu plus d'appels? Alors, écoute, aujourd'hui, ce que l'on constate, il faut être très prudent, et surtout dans l'analyse que l'on en fait. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le nombre d'appels est stable. Tu as en gros 750 appels par jour. Avoir 750 appels et une stabilité ne veut pas dire que la maltraitance qui est derrière est stable. Ça peut vouloir dire simplement qu'il y a moins de possibilités d'appeler, et on comprend bien, et je vais y revenir là aussi, que le fait d'être confiné chez soi avec son bourreau parfois qui est dans la pièce d'à côté rend difficile le fait de pouvoir appeler. Et ce, d'autant plus par rapport à la situation normale qu'en temps normal, le principal pourvoyeur de ce qu'on appelle les informations préoccupantes, c'est l'éducation nationale. Bien sûr. Pour les profs, etc. Ce dont nous n'avons plus, ce que nous avons beaucoup moins aujourd'hui, et évidemment. Donc, pour l'instant, stabilité des appels, mais deux éléments. La nature des appels change sensiblement. En temps normal, tu as 16% des enfants qui appellent le 119. Le reste, ce sont des adultes, des voisins, de la famille, etc. Aujourd'hui, on est à 25% d'appels qui émanent de mineurs.
qui sont par ailleurs, je le dis pour les gens qui nous regardent, les appels qui sont traités en priorité, évidemment. Donc ça, c'est une première évolution et qui montre que voilà, il y a besoin d'avoir des canaux supplémentaires pour les enfants et qu'ils y trouvent là une possibilité qui n'est pas suffisante néanmoins. Et par ailleurs, la deuxième évolution que l'on constate, c'est que les écoutants, quand ils reçoivent un appel, le qualifient et peuvent notamment qualifier son degré d'urgence. Et ils considèrent que tu as 20% d'appels considérés comme urgents, c'est-à-dire, alors, ne nécessitant pas forcément l'intervention tout de suite de la police, ça me permet de dire aux gens qui nous regardent qu'il ne faut pas hésiter à appeler aussi le 17, quand il y a vraiment une situation d'urgence, c'est la police, c'est le 17, mais des appels en tout cas qui nécessitent qu'une enquête des services sociaux et qu'une enquête soit menée dans les meilleurs délais. Donc là, augmentation de 20%. Il y a beaucoup d'appels qui tournent autour des conséquences du confinement. Tu as aussi des parents qui appellent, parce que c'est aussi une écoute pour un numéro d'appel pour les parents. Qui sont eux-mêmes perdus ou désemparés, quoi, j'imagine. Voilà, ils sont en difficulté. Et qui appellent pour avoir des conseils. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail des associations qui ont aussi mis en place des lignes d'écoute, que ce soit la Voix de l'enfant, l'Enfant Bleu, Enfance et Partage, les fondations Alexis Dahan, qui ont mis des services et avec lesquels le 119 travaille et n'hésite pas à rebasculer justement vers ces associations, notamment pour de l'accompagnement à la parentalité, si on va appeler ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres canaux pour pouvoir remonter? Il y a le canal téléphonique, le 119, mais tu disais très bien, parfois le bourreau est dans la pièce à côté. Quels sont les autres moyens, du coup? On a développé et mis en ligne depuis dans la nuit de mercredi à jeudi dernier une possibilité de signaler en ligne. Donc, sur le site du 119, c'est allo119.gouv.fr, allo119.gouv.fr. Tu as désormais un formulaire qui te permet, en toute confidentialité aussi, là, il y a des possibilités d'effacer les traces, qui te permet de signaler, si tu es un enfant notamment, la situation de danger dans laquelle tu te trouves. Voilà. Et nous travaillons par ailleurs à développer encore peut-être un chat, notamment pour pouvoir communiquer, mais il faut bien s'assurer que derrière, si tu mets en place un chat, que ça puisse être traité derrière selon les modalités normales. Et permets-moi de préciser que tous les dispositifs dont on a pas mal parlé ces derniers temps, les pharmacies, les centres commerciaux peut-être dans une moindre mesure, mais tout de même, et le 114, tu sais, ce numéro qui était destiné aux sourds et malentendants et que nous avons basculé pour pouvoir signaler des violences justement par SMS, ces dispositifs-là valent pour les violences intrafamiliales, c'est-à-dire les violences conjugales, ça a beaucoup parlé évidemment, mais aussi pour les violences faites aux enfants. Et les pharmaciens, par exemple, ont été sensibilisés aussi sur la question des violences faites aux enfants, et le matériel qu'ils vont recevoir, notamment les affiches qu'il va y avoir dans les pharmacies, parleront bien des violences faites aux enfants. Voilà. D'accord. Et du coup, on parle là beaucoup des violences intrafamiliales. Toi, dans l'action quotidienne de ton ministère, tu suis aussi beaucoup ce qui se passe dans les foyers de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. J'imagine aussi à quel point la situation doit être compliquée dans ces foyers-là, du fait du confinement. Qu'est-ce que vous avez un suivi particulier? Quelle est la situation dans les foyers de l'ASE? Est-ce que tu me permets juste de conclure un petit truc sur le Bien sûr, bien sûr. C'est important. Donc, c'est bien de s'assurer que le 119 marche, démultiplier les canaux, etc. Mais ce que j'évoquais un peu dans mon propos liminaire, c'est de bien avoir conscience qu'aujourd'hui, plus qu'hier et plus qu'en temps normal, véritablement, alors oui, l'État doit faire des choses et on fait des choses, les associations jouent leur rôle et elles le jouent très bien, mais il y a vraiment, je pense, aussi une responsabilité collective et individuelle. Et je pense que plus que jamais, il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est la société de vigilance, hein. C'est pas une société de la délation, c'est une société de la vigilance et derrière laquelle se joue parfois la vie d'un enfant. En temps normal, quand tu es face à une suspicion de violence sur un enfant, tu as juste un Français sur 4 qui appelle le 119 ou le 17. Voilà, un Français sur 4, c'est trop peu. Et en période de confinement, c'est d'autant plus nécessaire d'être attentif à ce qui se passe de l'autre côté de la paroi, aller sonner à la porte des voisins en respectant les règles de distanciation sociale, mais quand même pour demander ce qui se passe, faire savoir qu'on est là, qu'on entend, et dans le moindre doute, on appelle le 119. Ça me permet de compléter pour te dire que, d'une part, on travaille avec Julien de Normandie pour voir dans quelle mesure on peut, et ça va se faire, en fait, dans les prochains jours, on peut mobiliser les bailleurs sociaux et les syndicats de copropriétaires pour que dans les halls d'immeubles, il y ait aussi de l'affichage qui soit fait pour promouvoir le 119 et cette société de vigilance. Et de la même façon,
on est en train de voir avec l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux de France pour voir comment on peut peut-être avec les maires qui sont souvent, notamment dans le milieu rural où il n'y a pas de grands immeubles, hein, on est souvent dans des pavillons qui sont un peu isolés, mais souvent le maire connaît ses administrés, il connaît un peu les situations des uns et des autres, et je pense que les maires peuvent être des super relais aussi pour être vigilants et remonter des informations. Voilà. Excuse-moi, je déborde. Non, mais je crois que c'est un message extrêmement important que tu nous passes là, et c'est vrai qu'un des constats qu'on peut faire dans cette crise, c'est ce que tu dis sur la société de vigilance, et je crois fondamental d'une certaine façon, y compris d'un point de vue sanitaire. On est en train de construire aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une société de vigilance sanitaire. On se rend compte dans le moment qu'on vit que nous avons tous un rôle particulier à jouer, en réalité, une responsabilité particulière. Je crois que le moment de la crise, il nous montre aussi ça, à quel point nos décisions, nos actions individuelles, elles ont un impact. Et je crois que ça sera extrêmement important dans la sortie de crise, dans la réflexion sur l'après, aussi de réfléchir à cette société de responsabilité, à ces chaînes de responsabilité partagées. Et je crois que le sujet dont tu as la charge le démontre parfaitement bien. C'est vraiment un continuum d'action qu'on doit mettre en œuvre. Absolument. Alors, et pour juste, je vais te répondre. Bien sûr, bien sûr. Mais juste pour clore cet aspect-là, en tout cas de notre discussion, c'est-à-dire que tout le monde soit sensible à cette dimension-là. C'est la raison pour laquelle on a relancé toute une campagne de communication avec un spot qui est assez dur, qu'on avait élaboré en 2018, mais qui tu vas voir, enfin tu le connais, mais qui correspond assez bien à ce qu'on est en train de vivre et qui dit à tout le monde d'être vigilant à ce qui se passe. Une grande communication en télé, en radio, sur le digital pour envoyer directement sur le formulaire. Et là, je veux remercier l'ensemble des médias, le service public, mais pas que, qui ont mis de l'espace gracieusement dans la grande majorité des cas pour pouvoir diffuser ce spot et qu'il puisse toucher le plus grand nombre de Français. Voilà, il y aurait encore plein de choses à se raconter là-dessus, mais je veux te répondre aussi sur l'aide sociale à l'enfance. Écoute, sur l'aide sociale à l'enfance, on suit évidemment et avec l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, c'est-à-dire au premier rang desquelles les associations qui souvent gèrent ce que l'on appelle les foyers, hein, les MECS, les maisons d'enfance à caractère social, et puis les départements aussi, puisque tu sais que c'est de leur compétence. Voilà. Alors, juste petit point, on a aujourd'hui en France 340 000 enfants protégés. Sur ces 340 000 enfants, tu en as la moitié qui sont en réalité dans leur famille. On considère qu'ils ne sont pas suffisamment en danger, je fais un peu schématique, hein, mais pas suffisamment en danger pour les extraire de leur famille, mais qu'ils sont suffisamment en danger pour que des travailleurs sociaux régulièrement passent les voir. D'accord ? Ouais. Et qu'ils fassent de l'étayage parental, etc. Bon. Et puis tu as l'autre moitié qui ont été enlevés de leur famille, et sur cette autre moitié, tu en as la moitié qui sont en foyer, hein, ce qu'on appelle les foyers, et l'autre moitié qui sont en famille d'accueil, c'est-à-dire ils sont dans des familles d'accueil. Bon, voilà, juste un petit panorama, mais parce que les problématiques, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais les problématiques sont sensiblement différentes en fonction du cas où tu te trouves, et on suit l'ensemble. Moi, toutes les semaines, j'ai un grand call avec l'ensemble des acteurs, 30-35, une grande association, fédération, tête de pont, qui couvre l'ensemble, les fédérations représentant des assistants familiaux, etc. Voilà. Et je veux commencer par saluer, si tu me le permets, leur engagement, voilà, tous les travailleurs sociaux, parce que enfin, voilà. Ouais, ils sont en absolue première ligne et les départements font des choses et je vais y venir. Mais voilà, c'est eux qui au quotidien font en sorte que le système tient. Il faut vraiment saluer. Il faut saluer aussi la solidarité qui existe entre les associations, entre différents secteurs. Tu sais, il y a certains établissements dans le secteur du handicap qui ont fermé. Et ben, tu as des travailleurs sociaux qui se proposent pour venir aider les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance. Bon, voilà, donc vraiment, c'est bon. Et nous, il faut que, à la fois, on aide, on accompagne et qu'on donne des règles, et notamment des règles nationales. Les associations étaient très demandeurs, les départements étaient très demandeurs aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais très vite, on a élaboré et diffusé une fiche consigne d'une dizaine de pages qui, sur les grandes problématiques, voilà, donnait des cadres, disait ce qu'il fallait faire, par exemple, pour tout ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. Tu sais, tu as des enfants qui ont le droit, parce que c'est leur intérêt supérieur, d'aller, de retourner dans leur famille le week-end, par exemple. Bon, période de confinement où tu veux
réduire les déplacements, ou par ailleurs, les enfants, on le sait, sont souvent asymptomatiques. Si tu renvoies un enfant chez lui, il y a la possibilité qu'il introduise le virus chez lui, ou inversement, que quand ils reviennent, ils réintroduisent le virus dans le fait. Enfin bon, tu vois ce genre de problématique très concrète sur lequel il a fallu donner, et en collaboration avec les professionnels et les travailleurs sociaux, donner des grandes directions. Il y a un deuxième sujet qui était très important, c'était le sujet, c'était l'encadrement des gamins. C'est-à-dire s'assurer que les enfants aient des taux d'encadrement suffisants. Parce que tu avais des travailleurs sociaux, un qui pouvait être malade, deux qui pouvaient être fragiles du point de vue de la santé, et donc voulant rester chez eux de façon fort légitime et nécessaire. Et puis, tu avais des travailleurs sociaux qui avaient des enfants, leurs propres enfants, qu'il fallait garder, et sans forcément de mode de garde. On a réussi à mettre en place, et je remercie et salue Jean-Michel Blanquer à cette occasion-là, la possibilité pour tous les enfants des travailleurs sociaux, des travailleurs de l'aide, de la protection de l'enfance au sens large, donc ça concerne aussi les personnels des PMI, etc., de pouvoir aller à l'école. Ouais, c'est très important. C'était une mesure qui au début était réservée aux enfants soignants, pour être très clair. Et grâce à la bonne interaction entre vos ministères, vous avez pu élargir cette mesure-là. Exactement. Et c'était nécessaire. Et d'une semaine à l'autre, tu vois, ça a permis de récupérer 20% quasiment des personnels dans le cadre. Bon. Voilà, donc ça, c'était important à souligner. Après, la situation est compliquée. Tu as des enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont 24 heures sur 24 entre eux dans des structures plus ou moins avec plus ou moins d'espace, qui n'ont plus d'activité extrascolaire, donc plus ces fenêtres un peu de respiration, et qui là ne vont pas avoir de vacances. Normalement, les vacances, c'est l'occasion de faire ce qu'on appelle en protection de l'enfance des transferts, c'est-à-dire d'aller quelques jours à la mer ou quelques jours dans une résidence que le département peut avoir, tu vois, à la campagne, etc. Là, ça va pas être possible. Bon, et pareil pour les activités extrascolaires. Donc c'est la raison pour laquelle, alors là avec Gabriel Attal cette fois-ci, on a introduit dans la plateforme Je veux aider des missions aussi. On a proposé aux volontaires de pouvoir venir intervenir dans les établissements de la protection d'enfance, alors que ce soit pour faire du soutien scolaire, une activité artistique, une activité sportive. Bon. Ça c'est très important, Adrien. Je me permets de t'arrêter une seconde là-dessus. C'est une des questions que je voulais te poser parce que tu le sais, il y a beaucoup de gens qui veulent aider, et c'est aussi ce que cette crise révèle de meilleur, d'une certaine façon, dans notre société. Beaucoup de marcheurs, on essaie de fédérer aussi les gens qui veulent agir. J'en profite pour le dire, on a publié, vous pouvez le trouver sur notre site, un guide de l'engagement pour donner de façon très concrète toutes les façons de pouvoir s'engager pendant la crise. Je crois que c'est maintenant qu'on doit aussi démontrer les principes de responsabilité, de solidarité auxquels on croit. Comment est-ce que les gens qui souhaitent s'engager sur tes sujets spécifiquement peuvent le faire? Tu citais la plateforme Je veux aider. Est-ce que c'est la bonne porte d'entrée, la porte d'entrée unique? Quels sont les conseils que tu donnes à ceux qui nous écoutent et qui veulent aider sur les sujets de l'enfance? Alors, je te donne trois possibilités. Il y a effectivement Je veux aider, donc la plateforme d'engagement citoyen, appelons-la comme ça, où il y a possibilité donc d'aller intervenir auprès des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, en face, tu as des associations, etc., qui vont exprimer des besoins. Et on a travaillé ça au-delà de nos concitoyens. On a aussi travaillé ça en interministériel. Je te donne un exemple. Roxana Marisseanu a des éducateurs sportifs, 200 000, qui sont aujourd'hui un peu au chômage technique, et on les a poussés. Elle a passé une instruction en leur recommandant d'aller s'inscrire sur la plateforme et de venir intervenir dans les dispositifs de l'aide sociale à l'enfant. Mais chacun peut le faire. Deuxième possibilité, alors là c'est un peu plus niche, mais c'est extrêmement important et c'est extrêmement utile, c'est ce qui a été mis en place ici au ministère, c'est la réserve, ce qu'on a appelé la réserve sociale. Ce sont tous les étudiants dans les métiers sociaux. Au tout début du confinement, on avait déjà fait en sorte que tout ce qui était stage, qui était un peu compromis de par le confinement parce que les écoles fermaient, et en fait que les stages aient pu continuer et que les jeunes qui étaient en stage dans les établissements, que ça puisse continuer. Et par ailleurs, tous ceux qui n'étaient pas en stage mais qui étaient en amphi, sauf qu'il n'y a plus d'amphi puisque les écoles sont fermées, et il y a cette réserve sociale et de ce que nous en disent les associations encore la semaine dernière, ça a été ça aussi une vraie bouffée d'air. Et puis un dernier sujet, qui est un petit peu un pas de côté, enfin pas totalement, parce que tu me demandes comment on peut s'engager. Alors là, c'est peut-être davantage à l'attention des
des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Tu as un sujet quand même sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui est celui de la continuité éducative et de l'accès à l'éducation. Donc, ils disposent tous des mêmes dispositifs mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, ma classe à la maison, bref, tout ce qui a été mis en œuvre pour nos enfants. Mais dans un foyer, tu n'as pas un ordinateur par enfant. Parfois, 3-4 ordinateurs pour 20 gamins. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, très concrètement, dans des endroits, tu n'as pas forcément, dans des familles, chez les assistants familiaux, il n'y a pas forcément d'ordinateur pour l'enfant. Tu n'as pas forcément de connexion Internet. Bon, enfin, tu vois, donc en fait, tu as des problèmes matériels très concrets qui se posent et qui peuvent constituer des ruptures dans cet accès à l'éducation. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une dizaine de jours, on a lancé avec Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Tu vois qu'on bosse beaucoup en interministériel, hein, mais c'est déjà ça en temps normal et c'est absolument… Mais ton ministère est d'une certaine façon très interministériel dans les sujets. Mais ce n'est que ça en réalité. Donc là, avec Cédric, on a lancé une opération qui s'appelle desordipournosenfants.fr. Donc, desordipournosenfants.fr. Et en fait, avant de lancer le site, on a interrogé toutes les associations et en disant, voilà, à combien estimez-vous vos besoins? Qu'est-ce qui vous manque? Combien d'ordinateurs? Combien de tablettes? Des connexions Internet peut-être, etc. Faites-nous remonter les besoins. Et on a lancé ce site, tu vas voir, il est tout simple mais super bien fait, je trouve. Il y a une carte de France, voilà, et tu as des points et on te dit que dans telle structure, il y a besoin de 20 ordinateurs et tu as les contacts de la personne. Voilà. Et on fait un appel, et je me permets de le relayer ici, à tous les chefs d'entreprise, tous les professions libérales aussi, enfin bref, tout un chacun qui pourrait avoir peut-être quelques ordinateurs, voilà, il vient de changer son parc informatique et qui sont un peu mis dans un placard, ben voilà, il y a des gens qui en ont besoin, il y a des enfants qui en ont besoin, même des entreprises qui veulent faire des dons de matériel. Allez sur ce site, desordipournosenfants.fr et près de chez vous, peut-être à quelques kilomètres, il suffit de mettre ces ordinateurs ou d'appeler le centre. Ils vont venir avec la camionnette, c'est à quelques kilomètres de chez vous, et vous allez pouvoir permettre à des enfants de suivre leur scolarité. Donc là, tu vois, on est sur un truc local. Non, mais c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure de ces nouvelles chaînes de solidarité. Voilà, c'est maintenant qu'on est aussi en train de les inventer. On voit que tous les sujets sont liés, ceux de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement aussi, puisque c'est d'une certaine façon un principe d'économie circulaire que l'on alimente là. Vous l'avez lancé il y a quelques jours, ce site, si je ne dis pas d'erreur. Il y a déjà un afflux. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a des grandes boîtes qui participent au projet? Pour être totalement honnête et te raconter un peu la genèse, mais ça va permettre de répondre à ta question. Au début, on avait appelé les grandes boîtes. Et puis, on avait quelques dons d'ordinateurs, mais bon, pas à la hauteur. On a besoin en gros de 10 000 ordinateurs. C'est 10 000 ordinateurs. Bon, donc ça répondait pas forcément autant. Voilà, je porte pas de jugement là-dessus. Hein, chacun en ce moment a des difficultés. Bon. Et il y a quand même on a pu avoir des ordinateurs par ce biais. Mais on s'est dit, voilà, ça va pas être suffisant. Et en réalité, allons aussi, d'un point de vue au niveau très local, solliciter tout le tissu économique local qui justement a envie peut-être de faire montre de cette générosité de proximité que tu évoquais tout à l'heure. En plus, en province, on connaît souvent le foyer, tu vois, qui est à quelques kilomètres où il y a les enfants, qui est là souvent depuis de très nombreuses années. On a aussi une nouvelle connexion territoriale qu'on peut créer comme ça. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a eu cette approche très locale. Et aujourd'hui, si tu veux, on a 2000 ordinateurs qui sont déjà en voie d'acheminement. Et on en a, je touche du bois, tu vois pas ma table, mais elle est en bois. Et j'aime pas, tant que les choses sont pas arrivées, j'aime pas trop en parler. Mais enfin, il y en a quelques autres milliers qui sont dans les tuyaux. On devrait réussir. Et ce sont des ordinateurs qui seront ensuite durablement donnés. Et c'est ça qui… Absolument. Et puis, par ailleurs, on appelle les opérateurs pour qu'ils mettent à disposition des connexions Internet. Et puis, il y a la Poste qui nous aide aussi pour envoyer des ordinateurs quand il y a besoin d'envoyer des choses. Enfin, voilà, tout le monde contribue. Mais oui, on va y arriver. Mais enfin, je me permets quand même de renouveler mon appel en disant on a quand même encore besoin d'ordinateurs. Donc, allez sur desordipournosenfants.fr
et aller voir où il y a des besoins, près de chez vous. On va essayer dans les replays de ce live d'inscrire le site internet et les sites internet, parce que tu en as mentionné quelques-uns qui sont extrêmement utiles pour qu'on puisse, à travers notre prise de parole, être le plus utile possible. Peut-être, mon engagement, c'est de tenir nos lives entre un quart d'heure et 30 minutes. Donc, tu vois, on arrive bientôt à la fin. Je voudrais te poser 2 questions pour conclure. Ouais. Une qui est un peu lourde et l'autre peut-être plus légère. Celle qui est lourde, c'est qu'on parlait de chaîne, de continuum de responsabilité tout à l'heure sur notamment les violences faites aux enfants. Tu parlais de tout le début du dispositif d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on fait le premier contact? Comment est-ce qu'on appelle à l'aide soi-même quand on est parent? Puis, il y a la question des tribunaux de l'enfance, de la suite, d'une certaine façon, de la chaîne, parfois la chaîne pénale. On imagine là aussi que c'est difficile d'agir en ce moment. Mais comment ça se passe sur ce champ-là quand il y a des affaires en cours? Comment elles sont suivies? Est-ce que tout est gelé? Voilà, quelle est la situation et comment est-ce que vous pouvez suivre les choses? Alors, tu as totalement raison. Et même entre les signalements que chacun d'entre nous pourrait faire et effectivement l'action de la justice, il y a même des choses entre. Donc, il faut s'assurer de la même façon que ça fonctionne en cette période de confinement. Et c'est aussi ça qu'on a fait, notamment là en articulation avec les départements, puisque tu as un maillon de la chaîne qui est important, qui est ce qu'on appelle les CRIP, les cellules de recueil d'informations préoccupantes. C'est les cellules au sein des départements qui vont recueillir les informations et qui vont mener les enquêtes sociales pour voir si c'est avéré et quelles mesures et recommander les mesures à prendre. Donc ça, on a veillé aussi avec les départements que tout ça fonctionne et à une ou deux exceptions près où il y a eu quelques difficultés, les choses semblent relativement stabilisées. Il faut s'assurer que police et gendarmerie sont bien mobilisés sur ces sujets-là et qu'ils interviennent, qu'ils prennent les plaintes, etc. Et je pense que c'est le cas et j'ai très souvent Christophe Castaner, qu'on entend peut-être plus, dont on peut avoir le sentiment de l'entendre davantage sur la violence conjugale, mais qui est très investi aussi sur ces questions-là, qui en a parlé au préfet encore hier matin, et je sais que les équipes de police et de gendarmerie sont très mobilisées sur ces questions-là, tout comme sur les violences conjugales. Et puis, il y a la justice, tu as raison. Dès le début du confinement, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, avait identifié un certain nombre de missions prioritaires qui ne pouvaient pas souffrir d'une interruption de service, et la justice des enfants en faisait partie. Donc oui, tu as des permanences qui sont assurées. Il y a ce qu'on appelle des ordonnances de placement provisoire qui sont prises quand un enfant est en danger et qu'il faut l'extraire de sa famille. Et il faut d'ailleurs que derrière, dans les départements, dans les territoires, il y ait de la place pour accueillir ces enfants-là. Et là aussi, les départements ont fait en sorte de pouvoir les accueillir. Voilà, donc oui, la chaîne fonctionne. C'est un peu plus compliqué qu'en temps normal. Tu as des décisions, je pense à des décisions en cours qui pouvaient avoir été initiées avant, qui mettent un peu plus de temps à être rendues. C'est vrai, et c'est un sujet qu'on discute avec Nicole Belloubet. Mais globalement, on a fait en sorte que ce continuum que tu évoquais fonctionne. Voilà. Ah, c'est très important. Et peut-être, Adrien, pour conclure, parce que on est un certain nombre de familles, c'est mon cas, je le sais, c'est ton cas aussi, puisqu'on se connaît un petit peu, avoir des jeunes enfants. La situation que l'on vit est très particulière et extraordinaire. Est-ce que toi, qui es en charge justement de la protection de l'enfance, tu as des conseils à donner aux parents pour parler de cette situation particulière à nos enfants et aux familles peut-être qui nous regardent? Alors, au risque de dépasser de 2 minutes, je vais d'abord commencer par donner des conseils aux parents les concernant eux. Parce que ça peut être compliqué. On imagine bien de rester toute la journée confiné, parfois dans des espaces qui ne sont pas très grands, avec des enfants. Et je veux dire aux parents que, ne pas se mettre trop de pression. Et notamment, alors là, c'est les vacances qui commencent, mais notamment par rapport à cette section éducative qui leur revient un peu, nous revient un peu. Ne pas hésiter, je veux dire, confinement ne doit pas rimer avec isolement. C'est ça le grand risque de burn-out parental auquel il faut veiller. Donc, dès que vous vous sentez en difficulté, que vous avez un jeune bébé qui pleure, on a quelques remontées là sur des bébés secoués qui commencent à, pas forcément plus que d'habitude, mais on est très attentif à ça. Vous avez un jeune bébé qui pleure, vous le mettez dans sa chambre en sécurité,
vous le laissez pleurer, vous sortez de la pièce, vous appelez à une amie, vous appelez votre famille. Voilà, rompre l'isolement. Par ailleurs, vous avez le numéro du coronavirus que tout le monde connaît, qui est le 0800 130 000, qu'on appelait au début pour avoir des infos sur le coronavirus, mais maintenant nous sommes tous experts du coronavirus. Et donc ces appels-là, en fait, on a enrichi ce numéro de téléphone, le 0800 130 000, d'un accompagnement psychologique. Donc quand vous soyez parent ou pas, vous avez des difficultés par rapport à cette période, appelez le 0800 130 000 et vous aurez des psychologues qui vont pouvoir être une oreille attentive, vous donner des conseils, vous écouter, vous accompagner. Et par ailleurs, on va les doter cette semaine de toute une ressource qu'on est en train de bâtir avec des associations locales d'accompagnement à la parentalité et qui pourront là aussi aider les parents qui sont face à des difficultés. On va mobiliser aussi les caisses d'allocation familiale. On va mobiliser le site de la CNAF, de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui s'appelle monenfant.fr. Où là aussi, ça va être un portail d'accompagnement à la parentalité en cette période difficile. Voilà. Ça, c'est un peu, tu vois, le volet prévention. Voilà. Il faut qu'on aide, je pense, les parents qui en ressentent le besoin avant que ces difficultés puissent basculer sur autre chose. Et puis, quant au coronavirus, écoutez, je pense que les enfants comprennent bien plus que ce que l'on pense parfois. Ce sont des éponges. Je pense qu'il faut leur parler en toute transparence. De toute façon, ils sont eux aussi confinés dans nos maisons, très exposés à l'information, à la télé. Ils voient les spots du gouvernement, notamment sur le coronavirus. Ils entendent les informations que l'on regarde. Donc, ils savent. Ils sentent que quelque chose se passe, ils ne sont pas les autres. Donc, il faut leur expliquer en toute transparence, avec leurs mots, et il faut les rassurer. Il faut les rassurer sur ce qu'est la crise, sur le temps qu'elle va durer, même si c'est compliqué de le dire aujourd'hui. Je suis bien placé pour le savoir et te le dire, mais en tout cas sur le fait que ce n'est qu'une période temporaire. Et puis les rassurer aussi sur leur propre santé, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut le dire, on se rend compte que le coronavirus affecte très peu les enfants, voire absolument pas. Pour la plupart, on le sait, il n'y a pas de symptômes, ce qui d'ailleurs soulève d'autres difficultés en termes de santé publique par ailleurs, mais en tout cas les rassurer là-dessus sur leur propre santé. Voilà, et puis je pense que là aussi, sans se mettre de pression, donner un cadre, s'installer dans une routine. Les enfants, ils ont besoin d'avoir des repères. Voilà. Mais pas se mettre de pression. Si vous avez votre ado qui joue un peu plus à la console que d'habitude, c'est pas grave. Voilà. Si les 3 heures de devoir qu'on avait par jour, ce n'est pas grave. Voilà. Il faut aussi s'adapter en tant que parent. Ce qui peut conduire à la maltraitance, c'est la rigidité. Donc, il faut qu'on soit tous souples et qu'on s'adapte aux circonstances. Et les enfants s'adaptent généralement assez bien aux circonstances. C'est ça qui fait leur particularité et leur force par rapport à nous, adultes. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est sur un beau message qu'on… Il y avait plein d'autres choses à évoquer, notamment sur l'aide sociale à l'enfance. Il y a des gens de l'aide sociale à l'enfance, des professionnels qui nous écoutent. Je suis désolé. Il y a les sujets des mineurs non accompagnés qu'on n'a pas évoqués. Il y a les sujets des visites à domicile qu'on n'a pas évoqués. Voilà, mais on s'attelle et on essaye de résoudre tous ces problèmes. On s'en reparlera peut-être à l'occasion d'un autre Facebook Live. C'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas posé toutes les questions et c'est nous qui partageons ce défaut d'être un peu bavard. Mais en tout cas, je pense que ces Facebook Live, y compris en dehors de la crise, il faudra les conserver. Je crois que c'est des bonnes modalités pour interagir. Il y a eu aussi des internautes qui relayaient, tu vois, le site des ordi pour nos enfants pendant que nous parlions. Et donc, on voit que ce sont des informations utiles. Voilà. Et comme quasiment tous les soirs, je conclus par ce message, restons chez nous. Le confinement, c'est ce qui sauve des vies. Nous n'avons pas encore gagné la bataille. Elle sera certainement longue, difficile, mais nous sommes en train d'agir dans la bonne direction. Merci beaucoup, Adrien. Merci à tous. Et à demain soir avec Jean-Baptiste Lemoine pour parler de la situation particulière des Français installés à l'étranger. Je pense qu'ils seront nombreux derrière leurs écrans. Bonne soirée à tous. Salut. Bonsoir à tous.